Bonsoir à tous, bonsoir au public, de la Cité libre. Ce soir, je vous retrouve pour une conférence, d'histoire moderne et on va parler, de, l'Angleterre à l'époque moderne. Alors, commençons par poser quelques enjeux en préambule de cette, conférence puisque, ce sera certainement la première d'un cycle de plusieurs exposés qui porteront sur divers aspects de la culture, de la société ou de la pensée, au Royaume-Uni à l'époque moderne. Et ce qui rend particulièrement nécessaire et même crucial d'étudier ce pays-là à cette époque-là, c'est que on pourrait éventuellement soutenir qu'il y a eu 2 grandes ruptures, dans l'histoire matérielle, économique et sociale de l'humanité. Il y a eu la rupture néolithique, avec l'apparition, des premières sociétés agricoles et puis quelques milliers d'années plus tard, l'apparition des premières villes, au Moyen-Orient, en Mésopotamie, les civilisations, babyloniennes, les civilisations sumériennes, voilà. Un moment de l'histoire humaine finalement, où quelque chose de tout à fait nouveau est apparu, les premières sociétés agraires avec de l'irrigation sur le plan des techniques. Et puis les premières villes, là aussi, c'est quelque chose qui n'existait pas avant, les villes, hein. Donc ça nous paraît évident, mais c'est quand même, voilà, une rupture décisive de l'histoire humaine. Et puis il y en a une autre, survenue beaucoup plus proche de nous dans le temps, au XVIIIe siècle, quelque part en Europe, occidentale, eh bien il s'est développé le processus qu'on appelle la révolution industrielle. Et là aussi, ça fait complètement époque et on change de civilisation, de période, historique si vous voulez. C'est vraiment quelque chose de décisif qui va transformer les modes de vie, le nombre d'habitants, créer des villes comme on n'en a jamais vu en termes de population. Enfin bref, ça va totalement changer, tous les aspects de la vie sociale. Donc 2 grandes ruptures historiques, mais et si on veut bien comprendre cette seconde, hein, celle qui est la plus proche de nous, donc la révolution industrielle, bah, il faut remonter quand même un petit peu dans le temps et s'intéresser à un pays en particulier qui a été pionnier en la matière, c'est la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, dont le philosophe allemand Friedrich Nietzsche disait avec perspicacité qu'elle a produit toutes les idées de la modernité. Alors pourquoi la Grande-Bretagne est-elle entrée plus vite que les autres dans la modernité? Pourquoi a-t-elle été pionnière en matière de sciences? Pourquoi a-t-elle été capable au XVIIe siècle de produire un génie tel que Newton? Toute la nouvelle vision du monde moderne avec, la nouvelle astronomie, la nouvelle physique mathématisée, qui permet de dompter les mers, grâce à une connaissance, des points cardinaux et de enfin, des coordonnées, spatiales qui permettent de s'orienter, voilà, sur les mers. Pourquoi est-elle entrée plus vite dans la modernité scientifique? Pourquoi est-elle entrée plus vite dans le processus d'industrialisation? Pourquoi ça s'est passé là et pas ailleurs? C'est une vaste question, historique, hein, qui mériterait évidemment bien plus que le temps qu'on va y consacrer ce soir et de toute façon, c'est pas vraiment pile à ça que je vais répondre. Mais c'est pour bien faire comprendre qu'il est absolument essentiel, crucial si on veut comprendre, les grandes ruptures, de l'histoire humaine justement, de s'intéresser donc à cette, Angleterre à l'époque moderne. Et c'est d'autant plus improbable que, l'Angleterre était le foyer, des révolutions, dont j'ai cité quelques aspects précédemment, que, si on la prend à la fin du Moyen Âge, eh bien, l'Angleterre, ou plus exactement au pluriel les îles britanniques, n'était quand même pas un espace sur lequel on aurait pu parier, pour savoir qui serait la grande puissance mondiale, 3 siècles plus tôt, hein, aux alentours du tournant des 18e et 19e siècles, lorsque, une fois débarrassé de ce petit accident de son histoire qu'a été, le personnage de Napoléon et des conquêtes napoléoniennes, une fois débarrassé de ça, la Grande-Bretagne, à partir de 1815 et pour tout le 19e siècle, sera la première puissance mondiale. Il faut quand même se demander comment ce peuple britannique en est-il arrivé là, alors que, encore une fois, c'était pas du tout, acquis d'avance quand on regarde la situation du royaume d'Angleterre à la fin du Moyen Âge. En effet, comme vous le savez, au XVe siècle, les Britanniques sont définitivement vaincus en France à la suite de la fin de la guerre de Cent Ans. Ils perdent notamment l'Aquitaine, région riche où ils étaient implantés depuis des siècles. Et au siècle suivant, au XVIe, ils vont perdre définitivement leur dernière possession territoriale en France, qui est Calais. Le, le point le plus près, n'est-ce pas, des côtes britanniques en termes de distance entre les îles britanniques et le continent.
Encore que certains mauvais esprits pourraient dire, quand on voit la gestion actuelle de la crise migratoire du côté de Calais, que l'influence britannique sur cette contrée n'a pas tout à fait disparu quand on connaît les accords, n'est-ce pas, qui régissent entre la France et la Grande-Bretagne la gestion de l'immigration illégale. Mais bref. Donc les Anglais sont définitivement vaincus du continent, ils se retrouvent isolés, marginalisés, et les îles britanniques à la fin du Moyen-Âge sont un espace qui est plutôt pauvre, qui certes a un État plus ou moins centralisé, plus ou moins efficace qu'est la monarchie britannique, mais voilà, c'est pas la grande puissance du temps. Et puis elle va être surclassée très rapidement, puisque ça va être au XVIe siècle les grandes découvertes qui vont permettre à l'Empire le Saint-Empire romain germanique, qui est allié à la couronne espagnole à l'époque de Charles Quint, donc au XVIe siècle, qui va permettre à cet empire, par ses conquêtes dans le Nouveau Monde, de devenir une puissance extrêmement riche, extrêmement influente. Et ce sera vrai même indépendamment des périodes où l'Espagne et la monarchie, enfin, le Saint-Empire germanique seront séparés. Donc les Espagnols montent en puissance, les Portugais montent en puissance, la Hollande va devenir une grande puissance maritime et va acquérir des colonies jusqu'en Asie. Et puis la France, voilà, c'est bien reconstitué, possède son espace territorial sur le continent européen. Donc ça laisse pas beaucoup de place a priori pour que la Grande-Bretagne puisse émerger. Il faut se demander comment elle a retourné la situation en 3 siècles, comment elle est passée d'un espace pauvre et apparemment en périphérie, très loin de ces terres riches, de cette renaissance italienne, où se concentre la puissance et les fortunes à la Renaissance, très loin de cette civilisation voilà, urbaine du nord de l'Italie, de la papauté. Bon. Comment a-t-elle inversé la tendance C'est vraiment une question qui mérite d'être étudiée à fond, quoi. Donc, première vidéo de ce cycle de conférences consacrées à l'Angleterre moderne. On va étudier ça à travers une série de notes que j'ai prises sur le chapitre. J'ai pas noté le numéro du chapitre, enfin un des chapitres de l'histoire de la Grande-Bretagne de Roland Marx et Philippe Chazaigne, publié en 2004 aux éditions Perrin. Enfin, c'est une réédition, la première édition datait de 1980. Donc gros livre qui traite toute l'histoire de la Grande-Bretagne, c'est un livre centré spécifiquement sur l'Angleterre moderne, mais justement, comme je voulais partir de quelque chose d'assez généraliste, j'ai pris des passages consacrés justement à la période en question, donc on va surtout parler de certains faits, de certains éléments qui se rapportent au XVIe siècle et au XVIIe siècle en Grande-Bretagne, et puis par ailleurs, outre quelques éléments que j'ai donnés sur l'aspect domination mondiale, création d'un empire colonial britannique, développement de l'industrie britannique, développement du capitalisme britannique. Outre tous ces aspects-là, il faudrait aussi dire que c'est une période qui est passionnante à étudier parce que le XVIIe siècle anglais, c'est l'époque des guerres civiles en Angleterre, avec de très forts bouleversements politiques et sociaux, l'apparition de toutes sortes de courants d'idées politiques, notamment des idées radicales ou républicaines, qui n'existaient pas avant et qui vont jouer un rôle important sur d'autres événements politiques de la période moderne, notamment la révolution républicaine des colonies américaines au XVIIe siècle, donc la guerre d'indépendance des États-Unis, si vous voulez. Tous ces phénomènes-là ont des liens très profonds avec l'histoire politique de la Grande-Bretagne à l'époque moderne, qui ne débouchera pas in fine à la fin du XVIIe siècle sur une république, mais plutôt sur une monarchie parlementaire, ce qui, encore une fois, reste un changement très significatif dans l'histoire des États de l'Europe. Alors, je commence un petit peu à vous lire, puis je ferai peut-être quelques commentaires au fur et à mesure de ma lecture. Donc cette période qu'il va s'agir d'étudier, c'est l'âge des Tudors ou l'âge des Stuarts, selon les différentes monarchies qui vont se succéder dans le royaume d'Angleterre. Rappelons d'ailleurs qu'il faut bien parler du royaume d'Angleterre et seulement dans un second temps de Royaume-Uni quand on étudie cette période moderne, puisque ce royaume d'Angleterre, au XVIe siècle, il va comporter déjà le pays de Galles, mais la conquête de l'Irlande, ça va être tout un processus qui va durer très longtemps. Et quant à l'union de l'Angleterre et de l'Écosse, ça ne se fera officiellement qu'en 1707, donc au début du XVIIIe siècle.
C'est seulement à partir de cette date, de l'acte d'union de 1707, qu'on peut parler d'un Royaume-Uni, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Écosse, en fait. Avant ça, c'est le Royaume d'Angleterre. Bref. Donc c'est une époque, fin du XVIe et XVIIe siècle, de considérable développement de la richesse anglaise. Les progrès plus rapides au XVIe siècle ne cèdent pas la place, comme dans la France de Louis XIV, à une récession importante, et malgré des crises certaines, les 2 siècles étudiés ici sont marqués par la régularité relative de la croissance économique. À l'Angleterre pauvre du début de la période s'oppose l'image d'un pays enrichi et plus prospère que ses voisins continentaux au déclin du XVIIe siècle. Donc retournement qui s'opère. L'Europe occidentale et centrale tout entière connaît, à partir du 2e tiers ou de la seconde moitié du XVIe siècle, les effets de l'arrivée en quantité croissante de métaux précieux, en provenance de l'Afrique occidentale, de l'Asie, mais surtout de l'Amérique espagnole, relayée au XVIIe siècle par le Brésil. Donc il y a beaucoup plus de métaux précieux en circulation, ça va avoir des conséquences sur la monnaie, ça va avoir des conséquences sur plein d'aspects de la vie sociale, et notamment sur la formation d'économies de marché. On va plus facilement avoir des relations marchandes, parce que tout simplement il y a plus de monnaie pour avoir des rapports marchands, et ça a toutes sortes d'effets sur la rupture finalement de cette société féodale médiévale qui existait depuis des siècles. Par le jeu des échanges commerciaux, mais aussi de la piraterie, et les corsaires. Alors, donc, qu'est-ce qui fait que la masse d'or, de pièces d'argent, etc., va augmenter donc, en Grande-Bretagne? Échanges commerciaux, mais aussi la piraterie, dont les corsaires anglais du temps d'Élisabeth. Rappelons que dans la deuxième moitié du XVIe siècle, on a le règne d'Élisabeth Ière, qui est une grande figure politique justement de cette histoire de l'Angleterre moderne, qui a eu un règne assez long. Donc, la piraterie permet de récupérer de l'or sur les galions espagnols, et il y a des corsaires, c'est-à-dire des navires au service de l'État et qui servent à piller en fait pour l'État en allant attaquer d'autres bateaux d'autres nationalités, quoi. La confiance dans la monnaie agit positivement dans tous les secteurs de la vie économique. Surtout, l'augmentation de la masse monétaire en circulation provoque une élévation lente et continue des prix. Les victimes sont surtout les salariés, cependant que les producteurs et les employeurs, qui ne cherchent pas à relever les salaires en proportion de la hausse des prix, bénéficient de profits supérieurs. L'esprit d'entreprise en est fortement stimulé. Alors cette Angleterre donc, qui se développe dans la période moderne, elle comporte au XVIe siècle 3 millions d'habitants, donc on a vraiment affaire à un pays qui est moins peuplé que d'autres en Europe, c'est des îles en périphérie de l'Europe et pas des plus peuplées. Donc 3 millions d'habitants au temps du règne d'Henri VII, moins de 4 millions et demi vers 1579. Alors pour vous donner des ordres d'idées, parce que ça vous évoque peut-être rien, aux alentours du début du XVIe siècle, la France compte, je crois, si je ne dis pas de bêtises, je pense qu'elle a plus de 15 millions d'habitants. Donc, si je me trompe pas, je fais ça de mémoire, mais voilà, il faut se dire que c'est très, très, très massivement moins d'habitants en Grande-Bretagne. 5 millions, 400 000 en 1688. Donc voilà, ça reste un pays relativement peu peuplé par rapport à d'autres puissances en Europe et notamment la France. Donc il y a un essor de la population, ça augmente régulièrement, mais ça reste des chiffres pas si importants que ça si on comparait avec l'espace germanique, l'espace français, etc. À la date de cette dernière estimation, donc au fin du XVIIe, l'Angleterre n'a encore qu'un peu plus du quart de la population française d'alors. Le taux d'élévation annuel aurait été en moyenne supérieur à 1%. Donc ça augmente régulièrement, mais ça reste une société beaucoup moins peuplée. Alors, ni l'État, s'agissant donc de... Comment dirais-je il y a une thèse, si vous voulez, en histoire... comment dirais-je, en histoire économique ou en histoire religieuse selon le point de vue, il y a une thèse qui est celle de Max Weber, le sociologue allemand, selon laquelle l'esprit d'entreprise, l'esprit, comment dirais-je,
l'esprit de la modernité économique, l'esprit du capitalisme, l'esprit de la création d'entreprises qui visent le profit, etc., de façon prévisionnelle, avec des cycles de production, etc. Bon, il y a une thèse de Max Weber donc, qui attribue la formation de la mentalité capitaliste et de l'économie moderne à une influence pas du protestantisme directement, mais d'une dégradation en tout cas de la mentalité protestante. Et c'est une thèse voilà, sur l'idée que certaines croyances religieuses ont pu favoriser l'apparition du capitalisme dans certains pays, plutôt de l'Europe du Nord justement, et notamment l'Angleterre, qui a été contestée par un autre historien de la religion et de l'économie qui s'appelait Taunay, donc, qui critique Max Weber, en rappelant par exemple que, à l'époque moderne en Angleterre, ni l'État ni l'Église, donc l'Église officielle d'Angleterre, l'Église anglicane, hein, qui est une variante de protestantisme national, si vous voulez, quoi, hein, c'est une église qui n'est pas l'église catholique, mais qui s'en rapproche au niveau de ses rituels et de son mode d'organisation autoritaire centralisé, mais qui est une église proprement nationale, spécifique au Royaume d'Angleterre, qui a marqué un schisme religieux au milieu du XVIe siècle entre l'Angleterre et le reste de la chrétienté. C'est l'époque des guerres de religion aussi. Donc ni l'État ni l'Église d'Angleterre n'ont cessé de protester contre l'usure, contre le fait de prêter à intérêt, hein, de la poursuivre et de la condamner, de chercher au moins à limiter le taux d'intérêt. Donc voilà, contestation de la thèse de Weber sur le fait que le protestantisme favoriserait l'apparition du capitalisme, gros doute, hein. Elle est aussi contestée par d'autres auteurs, cette thèse, mais bon, je ne vais pas me lancer sur ça en particulier, sinon il faut que je vous parle de Venise et de l'Italie du Nord, donc ça va faire trop. Alors, l'emprise certainement moins forte de l'Église établie, parce que cette Église anglicane, elle est contestée par toutes sortes de sectes protestantes. Il y a les puritains, enfin voilà, il y a d'autres groupes religieux qui existent dans la société britannique, en dehors de l'Église officielle. L'emprise certainement moins forte de l'Église a favorisé la mise en question des vieilles valeurs et a permis à l'esprit de gain de se développer. Donc là, la thèse des auteurs du livre, c'est pas que c'est tellement l'effet du protestantisme en lui-même que l'effet d'une certaine pluralité d'opinions religieuses qui aurait pu favoriser le fait de se tourner vers des activités économiques et le marché, quoi. Nombre de dissidents privés de fonctions officielles ont pu être d'autant plus tentés de rechercher dans les affaires la satisfaction de leurs ambitions, et ce d'autant plus que enrichissement et salut n'étaient plus contradictoires, puisque voilà, dans le protestantisme, il y a la prédestination, vous êtes condamné au paradis ou à l'enfer avant même de naître, tout ce que vous faites n'y change rien, donc les œuvres ne vous sauveront pas, mais vous pouvez peut-être deviner que Dieu est avec vous et qu'il vous a choisi si vous avez une réussite terrestre. Donc ça favorise l'enrichissement, ou en tout cas ça peut avoir un effet de favoriser le comportement d'enrichissement des individus, puisque ça les rassure en quelque sorte sur leur place au paradis. Mais disons que cette thèse, elle est quand même contestable parce qu'elle dépend entièrement du fait que vous êtes vraiment préoccupé par votre salut, ce qui est possible dans une société chrétienne d'Ancien Régime, mais ce qui reste un petit peu voilà, débattable, quoi, hein. Est-ce que les gens sont vraiment à ce point soucieux de leur salut, et est-ce qu'ils ont besoin de ça pour vouloir s'enrichir, quoi, finalement? Alors, la haine croissante des papistes, donc ça, c'est les Anglais Britanniques qui vont rester catholiques, et notamment les Irlandais. La haine croissante des papistes a apporté le soutien de l'opinion publique à ceux qui s'attaquaient aux monopoles commerciaux espagnols et portugais. Donc la rivalité nationale Angleterre versus Espagne, c'est aussi une rivalité de divergence religieuse entre l'Espagne catholique et la Grande-Bretagne anglicane. Ni les souverains ni les hommes d'affaires n'ont pu être embarrassés par les décisions pontificales qui avaient partagé à la fin du XVe siècle l'hémisphère occidental entre les deux puissances ibériques. La papauté, effectivement, avait joué un rôle de négociateur et de régulateur. Les Portugais, ils auront tout ce qui est dans cette zone-là, et les Espagnols, ils auront tout ce qui est dans cette zone-là. Donc, elle faisait un peu du partage géopolitique des territoires conquis dans les Amériques et en Asie. Les Britanniques n'étant plus sous l'autorité du pape, ils ne sont pas concernés par ces décisions. C'est un peu secondaire à mon avis. Ce sont là des points importants. Ils ne permettent pas de parler d'un rôle déterminant de l'esprit protestant. Donc il y a une forte contestation par les auteurs de cet ouvrage d'histoire contemporaine, hein, enfin,
hein, la première version du livre, elle date de 1980, donc c'est quand même assez contesté, quoi, par les chercheurs, les historiens, contemporains. La thèse de Weber qui a été formulée au début du XXe siècle sur le rôle, favorisateur du protestantisme dans la formation du capitalisme, voilà, il y a pas grand monde à part Max Weber qui la défend cette thèse, quoi. Même si elle est très célèbre et on en parle encore, quoi. D'autant qu'il ne faut pas oublier les grands hommes d'affaires catholiques du continent, des Médicis aux Fulguères, la hardiesse des armateurs catholiques, tels le français Jean Angot, le refus d'un roi très chrétien, François Ier, de reconnaître le partage du monde garanti par les bulles pontificales. Oui, c'est ce que je disais sur le rôle régulateur de l'Église en matière de conquête coloniale. Bon, c'est plus ou moins théorique, d'ailleurs les Français ils s'en passent de la permission du pape. Donc, bon. Et l'on pourrait aussi bien trouver dans maintes religions, la catholique comme la juive, des facteurs tout aussi déterminants, entre guillemets, de progrès économique, point d'exclamation. Donc voilà, bon, très, très fort rejet par les auteurs, de la thèse weberienne sur laquelle le capitalisme s'est développé grâce à l'influence protestante. Non. On passe progressivement d'un véritable mercantilisme. Alors le mercantilisme, c'est une politique de l'État à l'époque moderne qui consiste en gros dans un mixte de contrôle douanier, limitation des échanges avec l'étranger, intervention de l'État dans l'économie, notamment pour développer les industries, tentative de maximiser les stocks d'or du pays parce que l'or est considéré comme la richesse. En fait, plus vous avez d'or, plus vous êtes riche dans la conception mercantiliste. Enfin, je vous la fais courte, hein, mais voilà, c'est un ensemble de théories de l'époque moderne qui insistent sur un État qui est à la fois assez protectionniste et interventionniste et pillard, quoi. Enfin, qui va conquérir des terres et prendre des stocks d'or, quoi. Donc on passe progressivement à un véritable mercantilisme, plus réel au XVIIe siècle qu'au XVIe, de recherche d'une production intérieure sans cesse accrue, de véritables guerres monétaires et douanières avec l'étranger. Les mercantilistes, entre gros guillemets, hein, c'est les ancêtres du nationalisme économique à la Trump ou des conceptions un peu protectionnistes en matière de politique douanière et monétaire. Alors, donc, le mercantilisme, un autre aspect du mercantilisme, c'est la création de compagnies de commerce et de compagnies de colonisation avec des monopoles d'État. Bon, je reparlerai de ce point plus tard. C'est une politique qui est conseillée notamment à la reine Élisabeth Ier par un personnage de l'époque qui est William Cecil Baron Burghley, je ne sais pas comment ça se prononce, voilà, qui est l'un des principaux conseillers de la reine Élisabeth Ier en matière de politique maritime et autres, et qu'elle va anoblir. Une politique donc mercantiliste qui existe déjà du temps d'Élisabeth et qui sera maintenue par Cromwell à l'époque du Commonwealth durant les guerres civiles britanniques. Une politique qui est parallèle à celle des autres grandes puissances du continent, donc le mercantilisme en fait c'est pratiqué un petit peu par tous les États de cette période, ils ont des modes de fonctionnement très similaires. La paix intérieure, pratiquement assurée, sauf à de rares intervalles, jusqu'en 1642, début de la guerre civile, qui va mener, rappelons-le, à l'exécution de Charles Ier. Hein, donc les Britanniques seront célèbres à ce moment-là, mais même au-delà, pour avoir guillotiné l'un de leurs rois, hein, quand même. Et l'absence de toute invasion ont permis la régularité de la croissance économique. La structure sociale marquée par l'absence de toute barrière infranchissable, par le renouvellement par le bas de la classe aristocratique, par les besoins des cadets de grandes familles de trouver leur propre voie vers les honneurs et la richesse, par le va-et-vient de bourgeois enrichis vers les campagnes, et de fils de la gentry, donc c'est la petite noblesse rurale, vers les villes, joue contre la routine et draine capitaux et énergie vers les secteurs les plus rentables. Le bourgeois peut être tenté d'investir son argent dans la terre, mais contrairement à son homologue français, il ne la gaspille pas dans l'achat d'un office anoblissant. Donc apparemment, les charges publiques, voilà, trésorier, collecteur d'impôts local ou que sais-je, ne sont pas un bénéfice héréditaire qui dépendrait d'un achat auprès de l'État. Donc comme ce système-là n'existe pas, finalement ça laisse de l'argent aux couches sociales fortunées. Au lieu de le payer en charge d'État, ils vont financer des expéditions maritimes, financer l'industrie, bref. C'est une société d'Ancien Régime, mais qui semble plus fluide que la société française de la même période.
Ce qui est étonnant d'un certain côté, parce qu'on n'a pas trop l'image de la Grande-Bretagne comme un pays égalitaire. Or, par certains aspects, justement, il y a plus de mobilité sociale. Et puis il y a d'autres aspects très intéressants. Par exemple, l'aristocratie britannique n'a pas l'interdiction de travailler. C'est considéré comme normal, en tout cas pour certains personnages à certains moments, d'exercer des emplois. Peut-être parce qu'elle a un rôle militaire qui est moins notable justement dans cette période où il n'y a pas d'invasion de la Grande-Bretagne, il n'y a pas de guerre civile, sauf justement au XVIIe siècle pendant une période, mais voilà, sur l'ensemble des 3 siècles, il n'y a pas de guerre civile et il n'y a pas de guerre extérieure non plus, si ce n'est des petites expéditions de pillage et de conquête coloniale, mais voilà, il n'y a pas de guerre régulière permanente qui occupe la noblesse, donc ça justifie aussi moins son rôle social. Donc c'est pas la même noblesse que la noblesse française en termes de position, quoi, hein. Et de rapport au travail. Et de circulation et de degré d'imbrication avec sa bourgeoisie. En fait, c'est une bourgeoisie qui va se mêler à l'aristocratie beaucoup plus facilement que dans le cas de la France. Et ça vous explique aussi pourquoi il n'y aura pas l'équivalent de la Révolution française au XVIIIe siècle. De grands domaines traditionnels sont vendus en bloc ou en détail. Domaine des adversaires des Tudors ou des Stuarts, domaine des 70 lords pendant la première Révolution, biens de main morte des monastères confisqués par les 2 actes de 1536 et 1537, distribués ou vendus par Henri VIII et ses successeurs immédiats. Alors ça c'est super important, enfin je pense, je ne connais pas les détails, mais vous savez que durant la Révolution française, c'est la Révolution qui va nationaliser les biens du clergé, ce qui est énorme parce que l'Église était un grand propriétaire terrien à l'époque, et à partir du moment où c'est plus l'Église qui possède telle et telle terre et telle telle forêt, tel et tel lac, tel et tel voilà, étendue de terre, etc., bon, ça permet à des propriétaires privés de les acheter, ou à des paysans de les acheter. Enfin, voilà. Ça redistribue les richesses, ça casse la puissance de l'Église sur le plan socio-économique. Semble-t-il qu'il y avait des mesures un petit peu de cet ordre-là qui ont été prises dans l'Angleterre début de la période moderne, contre les monastères. Alors probablement dans un contexte de lutte contre justement ceux qui n'ont pas voulu se convertir au protestantisme peut-être. Enfin, il faudrait voir la base un peu de... Il y a probablement un conflit religieux sous-jacent à ces décisions, mais ça a fait en sorte peut-être que l'Église anglaise était un moins grand propriétaire terrien que l'Église de France des époques comparées, oui. Et donc, puisque c'est pas l'Église qui détient ça, c'est des particuliers. Donc là aussi, ça change effectivement les classes sociales en présence. Les bénéficiaires de ces opérations ont pu être de grands personnages, mais souvent aussi des membres de la gentry, donc la petite noblesse rurale, et surtout des bourgeois enrichis. Donc les bourgeois rachètent les terres qui sont plus à l'Église. Les transferts de propriété ont été durables, sauf dans le cas des terres confisquées par la Révolution. La science agronomique relève la tête et on voit apparaître des ouvrages importants à l'usage des agriculteurs qui plaident en général pour les enclosures. Les enclosures, c'est un mouvement politique dans les espaces ruraux en Angleterre qui vise à, comment dirais-je, fermer les espaces qui étaient cultivés en commun par l'ensemble de la communauté villageoise à un endroit donné et les privatiser au profit de seigneurs ou de propriétaires privés en fait. Donc il y a un recul des communs, les commons en anglais, il y a un recul des terres communes, voilà, qui était une tradition médiévale qui permettait notamment aux paysans les plus pauvres de cultiver les terres communes pour éviter la famine. Elles sont progressivement accaparées. Et c'est un phénomène sur lequel Karl Marx a fortement insisté dans le tome 1 du Capital pour expliquer la précocité de la révolution industrielle en Angleterre. Parce que ces terres communes qui sont plus disponibles aux paysans, ça fait des paysans qui n'ont plus de quoi vivre, ils vont donc plus pouvoir être paysans, ça va faire des bras disponibles pour l'industrie. Je vous la fais très très vite. Il y aura aussi des phénomènes d'enclosure en France, mais plutôt vers le XVIIIe siècle et pas dans des proportions similaires, me semble-t-il. Il faut distinguer les enclosures faites ou demandées pour l'amélioration des conditions de travail et des rendements. Oui, parce que quand vous privatisez ces terres, comme elles sont plus publiques, ça crée, comment dirais-je, si vous
les fusionner et que vous mettez soit des machines, soit, je sais pas, un mode d'irrigation particulier, enfin bref, ça permet d'augmenter les rendements. Donc il y a une ambition, ou il y a une rhétorique en tout cas qui accompagne ce mouvement de privatisation qui consiste à dire ça va être plus efficacement géré, ce sera plus productif quand ce sera des propriétaires privés qui les auront et pas et que ce soit plus des terres publiques, quoi. Donc ces enclosures ont pu être demandées ou faites pour l'amélioration des conditions de travail et des rendements, ou bien dans le seul et unique but de permettre la croissance des revenus du lord et accompagner d'évictions brutales. Donc en fait, c'est un processus qui est parfois, c'est très compliqué, il faudra différencier les cas, mais c'est parfois un processus violent où les paysans se font dégager de terres qui jusque-là étaient de droit coutumier considérées comme à tout le monde, pour le bénéfice privé du seigneur local. Donc c'est une lutte des classes à la campagne qui va avoir un rôle décisif dans la formation des classes ouvrières, puisque cette paysannerie déclassée, déracinée, va se tourner vers les activités industrielles en formation à la même période. Les plaintes nombreuses auxquelles font écho tant d'écrits, notamment l'utopie du chancelier Thomas More, utopie qui décrit une société idéale de type communiste sur une île, et qui se fait l'écho de ces critiques adressées à la propriété privée. Mais pourquoi est-ce qu'il y a plus de critiques de la propriété privée qu'avant? Parce qu'il y en a plus de propriété privée, il y a des choses qui se font privatiser, hein, et des gens qui ne veulent vivre plus de ressources communes. Donc, protestation de Thomas More dans son célèbre livre L'Utopie, qui a fondé le genre utopique en littérature. Il y a aussi les Nivellers au moment de la Révolution anglaise, qui sont des communistes ruraux ou des communistes agraires qui veulent que les terres soient communes à tout le monde, et qui sont voilà, l'antithèse finalement du processus de privatisation qui survient avec les enclosures. Donc les plaintes sont nombreuses de Thomas More aux Levellers, les Niveleurs en français, sous la Première Révolution. Et ces plaintes donc soulignent l'importance des opérations de la seconde catégorie, donc les terres qui sont accaparées par le seigneur pour ses seuls revenus personnels. L'État s'est longtemps opposé aux unes et aux autres, donc à tous les processus d'enclosure, et le conseil privé a efficacement joué sous les Tudors comme sous les premières Stuarts son rôle judiciaire de dernier recours des plaignants. Donc l'État, du point de vue de la politique agraire, en fait, semble avoir un rôle plutôt conservateur, hein. Il ne veut pas trop qu'on privatise ces terres-là. Il se met du côté plutôt de la paysannerie, semble-t-il, que des élites rurales qui veulent privatiser ces terres et augmenter les rendements. Entre parenthèses, j'avais déjà abordé ce sujet dans ma vidéo sur les origines du libéralisme, dans la partie sur John Locke, où j'avais parlé de sa théorie de la propriété et de son lien avec le contexte de l'époque. Donc l'État, il fait des enquêtes, il prend des mesures contre les enclosures, enfin il essaie de ralentir ce processus-là. Cette ardeur devient plus molle à partir de la Révolution, et les parlements en arrivent dès 1656 à considérer la lutte contre l'enclosure comme, je cite, le programme d'une secte de radicaux religieux et politiques, signe à la fois de la portée des conseils agronomiques et de l'influence des propriétaires dans le Parlement. Donc à mesure en fait que le pouvoir politique glisse de l'État monarchique et de l'aristocratie vers la classe bourgeoise qui va dominer dans les structures parlementaires qui vont finir par donner lieu à une monarchie constitutionnelle ou une monarchie parlementaire à la fin du XVIIe siècle, à mesure que le pouvoir politique passe d'un groupe à l'autre, eh bien ce qui était inacceptable ou ce qu'il fallait combattre parce que c'est pas traditionnel de détruire les terres communes au profit de propriétaires privés, ça devient plutôt acceptable parce qu'en fait c'est un signe de modernisation et ça permet de s'enrichir. Voilà. Donc on voit bien le lien entre groupes sociaux, lutte économique et politique en matière agricole. Il ne faudrait pas croire pourtant qu'entre le début du XVIe siècle et la fin du siècle suivant, le paysage anglais a été fondamentalement modifié. Le mouvement, donc les enclosures, a surtout affecté les comtés de l'Est et les Midlands, très peu les comtés du Sud-Ouest, le Devon et la Cornouaille, et ceux du Nord, à l'exception du Northumberland et du Durham, prononciation approximative. La majorité des terres encore soumises à l'ancien système communautaire au début du XVIIIe siècle. Oui, voilà, donc bon, il y a ce processus-là d'enclosure, mais c'est quelque chose de relativement lent, hein. Ça s'étale sur plusieurs siècles.
Il est pourtant remarquable que la longue opposition de l'État n'ait pas davantage retardé les innovations. Sans doute l'explication est-elle à chercher dans la mauvaise volonté des serviteurs mêmes de cet État qui, dans les campagnes, ne sont autres que les propriétaires fonciers personnellement intéressés à leur réalisation. Donc voilà, l'État monarchique, il essaie de faire une politique conservatrice en matière agricole et de maintenir l'ancien système féodal avec les terres communes publiques, justement, et les élites locales qui sont censées servir l'État n'appliquent pas trop cette politique parce qu'en fait, c'est eux qui privatisent tout et qui vont s'enrichir. Voilà. Alors, cette société rurale anglaise, il faut bien s'y attarder, puisqu'on est dans une société d'Ancien Régime, la grande majorité de la population est à la campagne, hein. Donc, on va examiner les différentes classes qui structurent les populations paysannes de l'Angleterre moderne. Alors, tout au sommet, on a les classes dirigeantes de la société rurale. Une hiérarchie sociale plus différenciée caractérise de plus en plus les campagnes. Les lords, possesseurs de domaines immenses, d'acquisitions souvent récentes, laissent en général, par leur non-résidence, le haut du pavé à la petite noblesse, dont les rangs se renouvellent d'ailleurs. Il n'est guère possible de dire d'un mot la condition de cette gentry, extrêmement diverse, où se rencontrent aussi bien de très grosses fortunes foncières que des cas de réelle pauvreté. Donc la classe aristocratique rurale britannique, voilà, on l'appelle gentry parce que c'est des propriétaires terriens et des nobles, mais ça couvre un spectre qui va de la très grande fortune à des cas de nobles pauvres, avec certainement un gros bataillon de gens qui sont entre les deux. Dans son ensemble, la classe a inégalement bénéficié de l'évolution économique. La hausse des prix a durement touché au XVIe siècle des propriétaires moyens au train de vie exagéré. Mais au XVIIe siècle, les achats de terres et les nouveaux modes d'exploitation ont relevé certaines fortunes, de même que des alliances matrimoniales opportunes. Véritable bourgeoisie rurale riche et active ou groupe sans homogénéité et en partie en crise, les deux définitions font l'objet des controverses entre historiens. Tous s'accordent à souligner son rôle social et son prestige, et la plupart des tenants de la thèse pessimiste distinguent entre la vieille gentry et la nouvelle d'origine bourgeoise et plus aisée. Donc il y a un processus continu de fusion entre les couches bourgeoises liées aux activités commerciales, portuaires et industrielles britanniques et les couches aristocratiques. Les deux en fait sont très perméables et ça permet, enfin c'est quelque chose qu'on voit en France, mais c'est plutôt l'époque post-révolutionnaire, le temps de Balzac si vous voulez, qui a beaucoup étudié qui a beaucoup écrit plutôt sur le phénomène. La noblesse, quand elle est désargentée, épouse des filles de la bourgeoisie pour se refaire, en fait. Et ça continue, ça continue. Mais ça, c'est un processus qui, dans le cas de la France, concerne surtout le 19e siècle, qui est bien visible dans des romans de Balzac, comme Le Père Goriot, par exemple, qui parle de ça. Et Karl Marx avait souligné la finesse de l'analyse sociologique des romans de Balzac, même si ce n'était pas un sociologue ou un scientifique, mais voilà, il avait bien senti le processus se faire. Ça semble quelque chose qui se produit beaucoup plus souvent dès le XVIIe siècle anglais, en fait. Donc, encore une fois, une plus grande fluidité, une plus grande mobilité sociale. Et j'insiste là-dessus parce que voilà, on n'a pas forcément l'image d'une société britannique qui serait plus égalitaire que la France, mais à l'époque moderne, il y a des traits de modernité et d'égalité plus notables en Angleterre qu'en France comparativement. Alors les paysans, donc l'essentiel quand même de la population rurale, eh bien ils se divisent en toutes sortes de sous-groupes. Alors, on trouve d'abord la yeomanry. Alors, ce terme, parfois ambigu, désigne en principe les paysans propriétaires d'un bien suffisant pour en faire des citoyens à part entière, mobilisables et dotés du droit de vote lors des élections parlementaires. Donc c'est la couche supérieure des paysans qui sont des propriétaires terriens, qui sont des soldats s'il y a des levées de soldats pour aller se battre, et qui ont le droit de vote. Tous ces aspects-là étant fortement intercorrélés, parce qu'en fait, pour avoir de quoi être mobilisable, il faut sûrement se payer une partie de son équipement militaire. Pour se payer une partie de son équipement militaire, il faut déjà avoir une certaine richesse. Et ensuite, une fois que vous êtes un soldat, vous avez envie d'avoir une part de décision sur les activités politiques. C'est quand même vous qu'on envoie se battre quand il y a des choix politiques. Donc, ils vont former finalement les soutiens du Parlement
dans les conflits avec la royauté à l'époque moderne. Leurs biens propres satisfaisant plus ou moins à leurs besoins, et nombre d'entre eux sont obligés de louer des terres supplémentaires, et apparaissent peu différents des tenanciers. Plus nombreux dans l'Est, les yeomen ont bénéficié du mouvement des prix et leur prospérité s'est traduite dans la construction de fermes cossues à la fin du XVIe siècle. Au début du XVIIe siècle, ils ont souvent été parmi les premiers à solliciter la clôture des terres, donc ça veut dire qu'ils font partie des groupes que ça arrange de privatiser des terres publiques, mais leur position indépendante en a parfois fait aussi les adversaires les plus coriaces des lords désireux de remembrer, de partager les communaux, etc. Donc, parfois ils sont du côté de la privatisation des terres communes, parfois non. Quelle que soit sa réelle fortune, le yeoman est considéré avec beaucoup d'envie par les tenanciers, cependant que les pouvoirs publics voient en lui le citoyen utile par excellence, celui qui peut aller se battre, celui qui est mobilisable, justement. Selon... Alors, je ne sais pas si c'est des historiens de l'époque britannique ou si c'est des historiens contemporains, enfin bon. Les yeomen auraient été, avec leur famille, 980 000 en 1688, soit près du quart des ruraux. Mais 280 000 seulement auraient été de la meilleure condition. Donc voilà, c'est le quart supérieur de la population rurale qui sont stables, qui ont leur terre, leur maison. Et voilà, c'est le dessus de la couche paysanne, si vous voulez. Alors, cette paysannerie recoupe des catégories fort variées. La transformation du manoir en exploitation de type capitaliste, donc une ferme qui va produire pour le marché et vendre contre de l'argent, finalement, a apporté de notables innovations au sort des tenanciers. On a vu se développer une catégorie de fermiers tenant leurs terres à bail, les leaseholders. Donc c'est des paysans qui ils louent leurs terres en fait, ils les possèdent pour une durée donnée, voilà, ils ne sont pas propriétaires terriens. Et beaucoup d'entre eux sont proches par leurs conditions des plus aisés des yeomen. Ensuite, il y a un autre groupe de paysans, les copyholders, sont ceux qui, profitant de la conjoncture favorable, ont pu faire établir par écrit, rappelons qu'à partir de la fin du Moyen-Âge, la société britannique, contrairement à toutes les autres sociétés européennes, est majoritairement alphabétisée. Donc on trouve beaucoup plus de gens qui savent lire et écrire dans ce pays-là que n'importe où ailleurs. Ça aussi, c'est majeur pour comprendre le processus de modernisation. Donc les copyholders sont des paysans qui ont pu faire mettre par écrit la coutume du manoir, donc leurs droits coutumiers en fait, et ils détiennent à titre perpétuel et héréditaire une tenure d'étendue variable à des conditions fixes. Donc une tenure, c'est le champ, n'est-ce pas, cultivable pour le paysan et sa famille. Et à côté de ça, vous avez aussi les terres du seigneur sur lesquelles il faut aller faire les corvées, n'est-ce pas? Donc c'est un impôt en nature, voilà, bon, tout un système fiscal d'Ancien Régime que vous connaissez. Donc il y a les gens qui ont leur terre à bail. Il y a les gens qui ont fait mettre par écrit qu'ils sont propriétaires permanents d'une tenure. Il y a les tenants at will. Alors, ceux-là, c'est une couche de la paysannerie qui jouissent d'un droit précaire et purement oral d'occupation et d'exploitation de terres qu'ils ont souvent défrichées de leur propre initiative sur les communaux et qui peuvent en être privés brusquement. Le grand effort des propriétaires a été au cours de cette période de faire prévaloir la condition de leaseholder sur celle de copyholder. Donc les propriétaires terriens veulent augmenter les gens qui sont locataires ou qui louent des terres à exploiter par rapport à ceux qui ont un droit écrit et reconnu d'exploitation perpétuelle d'une terre en fait. Donc voilà, c'est des batailles sur qui possède quoi. Hein, bon. Et ils cherchent ainsi à englober dans la première catégorie la plupart des tenanciers, avec la possibilité de faire varier les redevances. La pression exercée sur les intéressés a parfois été fort brutale. Dans ce monde des fermiers et tenanciers, les différences de fortune sont considérables. Alors, bon, ça c'est
toutes sortes de définitions juridiques finalement de différentes catégories de la paysannerie. Et puis on a aussi tout à la base de la société rurale les cottagers. Les cottagers sont propriétaires de leur seule maison, donc ils n'ont pas de champ, hein, pas propriétaires terriens en dehors de leur maison, quoi. Ils sont propriétaires de leur seule maison, à laquelle, selon une loi mal respectée du temps d'Élisabeth, devaient être rattachés au moins 4 acres. Donc la loi avait fait que normalement ils devaient avoir une partie des terres autour de leur maison, mais elle est mal respectée, donc en fait c'est des paysans sans terre qui vont être des ouvriers agricoles de base, hein, voilà. Parmi eux se recrute l'essentiel des travailleurs salariés, et oui donc c'est du salarié agricole, c'est des ouvriers agricoles, hein, qui sont estimés, sans doute au début du XVIIe siècle, à 364 000 familles ou 1 275 000 personnes. Voilà, donc 1 200 000, on a dit qu'on était sur une société de 3 à 4 millions. Voilà, une très grosse partie de la population britannique, c'est des ouvriers agricoles qui ne possèdent pas leurs terres. Hein, c'est quand même quelque chose à noter, hein. Un nombre variable de vagabonds et de mendiants, alors ça c'est ce qu'il y a encore en dessous, hein, socialement, plusieurs dizaines de milliers à la fin du XVIIe siècle, sont durement pourchassés et sujets aux condamnations les plus sévères. J'anticipe, mais vous verrez sur la chaîne à une date probablement ultérieure à cette vidéo, une vidéo que j'ai faite sur la crise sociale en France sous l'Ancien Régime et le problème du vagabondage. Comment une part chronique et importante de population rurale était sans abri, hein, voilà, et comment l'État était occupé à les persécuter, à les envoyer aux galères, etc., etc. J'ai fait toute une vidéo sur ça que je mettrai sans doute ultérieurement sur la chaîne. Mais ça, c'est le cas de la France. Mais bon, le problème du vagabondage, c'est un problème chronique des sociétés européennes dans ce régime, hein, de toute façon. Donc il y a toujours une part, voilà, de plusieurs dizaines de milliers, plusieurs centaines de milliers selon les cas, de vagabonds, de mendiants. Et ils sont maltraités, voilà, ils sont persécutés de façon générale. Toutes ces oppositions sociales se marquent de plus en plus dans le paysage, où les élégantes demeurent précédées de jardins de l'aristocratie et les fermes pimpantes contrastent avec des chaumières misérables. La législation remédie plus ou moins aux abus. La loi des pauvres de 1597 ordonne certes, sous la responsabilité des juges de paix, que des secours soient accordés aux indigents sous forme de travail ou de charité en cas d'invalidité ou de jeune âge. Donc il y a des lois qui sont faites pour essayer de secourir les indigents, hein, mais quand on voit que c'est sous forme de travail, en fait, ça va mener à un phénomène plus tardif dans l'histoire anglaise, qui est le phénomène des workhouse, les maisons de travail. Cette population rurale pauvre qui a rien, les pouvoirs publics vont très souvent chercher à les enfermer et à les faire travailler de force, quoi. Mais le statut des apprentis et des artisans promulgué en 1563, s'il donne certaines garanties de stabilité aux travailleurs, édicte aussi des contraintes rigoureuses et prescrit la fixation du salaire par les juges de paix chaque année, après consultation de personnes compétentes et avisées, ce qui permet en fait au XVIIe siècle surtout de maintenir son niveau à un taux très bas. Donc, à côté des couches paysannes, il y a les apprentis et les artisans qui, dans les sociétés d'Ancien Régime, sont censés être attachés à des systèmes de guildes. On va voir que dans le cas de la Grande-Bretagne, ça c'est pas spécialement marqué, ou en tout cas que les guildes ont tendance à perdre de leur importance. Mais voilà, donc ils ont un statut social qui est différent du point de vue légal. Les apprentis et les artisans, on nous dit qu'ils sont donc mal payés parce que la fixation de leur salaire, eh bien, elle dépend finalement de leurs employeurs et des juges de paix, mais très probablement que la couche sociale des juges de paix doit être faite de personnes qui ne sont pas spécialement de leur bord. Voilà, donc ils n'ont pas de moyens de défendre vraiment leur salaire, alors qu'on est dans un contexte d'élévation générale du niveau des prix, rappelez-vous, tendanciellement. Si bien que la misère des campagnes se traduit par des révoltes agraires plus ou moins sérieuses, surtout sous les premiers Stuarts. Donc cette société anglaise, il faut voir qu'elle est en phase de polarisation, hein, elle s'enrichit de plus en plus, mais avec une misère croissante, puisqu'il y a une part de la paysannerie qui n'a plus de terres à exploiter, que la population augmente. Ce sera d'ailleurs des causes qui vont favoriser le peuplement de colonies au-delà des mers, hein. On va vouloir exporter cette misère rurale, hein.
ou urbaine d'ailleurs, peu importe. Hein. Alors, s'agissant de l'indice des prix au XVIIe siècle, les auteurs du livre nous disent que la production est suffisante pour les besoins de la nation, puisqu'il y a peu de variations des prix, donc apparemment, ça serait l'indice qu'il n'y a pas de crise de famine notable. Les Tudors, comme les premiers Stuarts, se font une conception très dirigiste de l'industrie, donc on en avait parlé, et avec plus ou moins de bonheur, s'efforcent de développer les productions, de les diversifier et d'en assurer la qualité. À son rôle traditionnel de protecteur, l'État ajoute ceux d'animateur et de contrôleur. Il prend pour ce dernier la place des guildes en pleine décadence au XVIe siècle. Alors ça c'est important, donc les guildes ce sont ces associations entre guillemets d'ancien régime dont l'appartenance et l'adhésion sont obligatoires pour pouvoir légalement exercer un métier. Vous ne pouvez pas être boucher ou je ne sais pas moi, un métier quelconque si vous n'appartenez pas à la guilde en question, c'est interdit. Et les guildes fonctionnent de manière hiérarchique avec tout un ensemble de prescriptions et de règles assez rigides. Cependant, c'est un système qui sera effacé en France au moment de la Révolution française. Dans le cas de l'Angleterre, il semble être en déclin, donc peut-être moins contraignant pour les activités des individus et ça a peut-être favorisé justement le développement d'une économie de marché. Cette décadence des guildes, il faudrait approfondir ce point. Les guildes ne se relèvent pas de la confiscation de leurs biens prononcée par Édouard VI. Donc apparemment la monarchie a piqué les biens des guildes, donc forcément elles ne peuvent plus avoir un rôle social notable si l'État a tout capté. Des règlements nationaux sont édictés et des méthodes mises au point pour en assurer l'application. Alors ça c'est très intéressant parce que ça veut dire que le droit qui régit la concurrence des marchands et des artisans, il se fait à l'échelle nationale et non plus à l'échelle de telle ou telle ville, de tel ou tel village, de tel ou tel coin paumé qui suit ses propres règles, ses propres normes de combien vaut tel produit une fois qu'on le vend. Et toi, tu n'as pas le droit de faire une statue si tu l'as pas vendu à tel niveau parce que c'est la guilde qui fixe la vente de statues, etc. Bon, apparemment, tout ce système extrêmement contraignant de fixation des prix par les corporations d'Ancien Régime, il a sauté en Angleterre beaucoup plus tôt qu'en France, puisque ce sera aboli en France les guildes et leurs obligations légales au moment de la Révolution française. Donc là encore, on a un vrai écart historique qui peut expliquer pourquoi l'économie de marché et donc la liberté de produire ce qu'on veut comme on veut au prix qu'on veut sur le marché semble s'être imposée plus vite dans la société anglaise comparativement à la France. Nous avons déjà évoqué le fameux statut des apprentis artisans de 1563. Il ordonne pour les métiers industriels un apprentissage uniforme de 7 années et interdit la maîtrise avant l'âge de 24 ans. La maîtrise, c'est quand au sein d'une guilde, vous devenez maître. Il y a 3 stades, le niveau de l'apprenti, le niveau du compagnon, le niveau du maître. Et les maîtres sont ceux qui contrôlent la guilde, qui paient les artisans, qui décident de qu'est-ce qu'on fabrique, comment on le fabrique, qui possèdent les instruments de la guilde, qui possèdent les maisons de la guilde, enfin voilà, c'est la couche hiérarchique supérieure. Donc la loi fixée interdit de devenir maître avant l'âge de 24 ans, nous dit. Pour que ça ait un sens, il faudrait comparer ça à la fois avec l'âge auquel on commence à travailler, et on commence facilement à être apprenti à 12 ans ou 10 ans, enfin voilà, les enfants travaillent. Hein. Et puis il faudrait la comparer aussi à l'espérance de vie en Angleterre. Hein. Ces règles sont applicables dans les campagnes comme dans les villes. Donc l'État anglais, peut-être parce qu'il a des moyens sur son territoire, qu'il est relativement centralisé, relativement efficace, il a les moyens de faire passer des lois nationales qui uniformisent les échanges, et forcément ça ne peut que favoriser la prévision rationnelle, justement, la planification des activités économiques. Voilà, tu sais que dans telle et telle ville, c'est le même droit qui s'applique, les mêmes lois qui s'appliquent, ça facilite forcément les échanges et la confiance dans le marché, par rapport à l'autoproduction dans les villages paysans isolés les uns des autres. D'autre part, pour protéger les métiers urbains, draperie, mercerie, orfèvrerie, un véritable sens est créé. Seuls les fils de propriétaires ruraux dont la terre vaut un revenu de plus de 60 shillings peuvent être admis dans les ateliers urbains comme apprentis. On aboutit ainsi à une discrimination fort nette entre ruraux et citadins.
Donc la monarchie, en fait, elle interdit de rentrer dans les guildes urbaines si vous n'êtes pas fils d'un propriétaire qui a des terres de telle valeur. Certainement que ça permet de freiner la mobilité vers les villes, et donc potentiellement la population de mendiants et de vagabonds qu'il pourrait y avoir dans les villes, avec les problèmes politiques que ça peut poser d'avoir des gens dont on ne sait pas quoi faire dans les villes. Et ça montre bien qu'on est dans une société d'Ancien Régime avec des rangs et des fonctions voilà, qui sont définies de façon inégalitaire. On ne peut pas devenir apprenti comme ça. Non seulement il faut la permission de la guilde, mais là, en l'occurrence, dans le système anglais, il faut être fils de propriétaire dont les terres valent tel niveau. Ça limite les candidats. Pour assurer l'exécution des lois et règlements, on recourt de plus en plus, à partir de la fin du règne d'Élisabeth, à des compagnies industrielles locales composées de riches fabricants, dotées de privilèges accordés par la couronne et non pas par les municipalités, et qui prennent les responsabilités autrefois dévolues aux guildes. Donc effectivement, il y a un fort lien, me semble-t-il, entre ce développement d'un État interventionniste dans l'économie qui est l'État monarchique anglais, et le déclin des guildes. Les guildes se voient déposséder de leurs activités économiques, en partie en tout cas, puisque à côté de ces guildes, il y a des établissements d'État, des manufactures, comme on dira un peu après au XVIIe siècle, qui sont créées, que l'État réglemente directement, et voilà, qui ne vont pas s'être soumises à des coutumes traditionnelles ou à des obligations particulières autres que celles que l'État a lui-même décidées. Donc ça montre le renforcement de l'État dans sa capacité à organiser la société, ce qui est un indice de rupture avec ce qui existait au Moyen Âge, où l'État était faible et peu influent par rapport à d'autres sortes de pouvoirs locaux. C'est aussi quelque chose qu'on ne se représente pas forcément bien quand on pense à l'État en Angleterre. On se dit, ah, l'Angleterre, monarchie constitutionnelle, patrie du libéralisme, etc. Tout ça est devenu vrai après, hein, si j'ose dire, à la fin de la période moderne. Mais là, pour ce qui nous intéresse pour le XVIe et le XVIIe siècle, on a un État britannique qui est véritablement interventionniste, y compris dans le domaine économique et industriel. Donc pas un État libéral, justement, pas un État non interventionniste. Jacques Ier et Charles Ier, donc fin du XVIe, début du XVIIe siècle, accentuent les contrôles étatiques et notamment les officiers spécialement chargés de veiller à la bonne observance des règles. Ainsi, en 1605, le duc de Lennox est placé à la tête d'une administration pour contrôler les tissus. La seconde moitié du XVIIe siècle voit l'écroulement d'un système tracassier et la marche au laisser-faire. Donc, finalement, ce système d'État avec un fort contrôle sur des manufactures ou des administrations, ou des activités industrielles créées par l'État sous forme de chartes et de systèmes publics, il va être fortement critiqué, ça va entraîner toutes sortes de problèmes de corruption, c'est un tel qui a reçu le droit d'être le seul à avoir un monopole sur la production de telle sorte de tissus, c'est injuste, il a payé le ministre, etc. Bon, énormément de corruption. Et donc ça va progressivement tomber en désuétude dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, avec une plus grande place donnée au laisser-faire économique. Mais il ne faut pas oublier tout ce passé interventionniste de l'État britannique qui a joué un rôle clé quand même dans une première modernité de l'histoire économique anglaise. Les souverains ont cherché d'autre part à encourager l'implantation d'industries nouvelles. À une époque où le secret technique est la règle, ils ont dû faire appel, comme la France, à des ouvriers étrangers. Donc organisation par l'État d'une immigration économique pour développer des industries nouvelles. C'est quand même assez intéressant à noter aussi. Pays protestant et terre de refuge, l'Angleterre a accueilli sur son sol des vagues successives d'immigrants, calvinistes de Flandre et de Wallonie sous Élisabeth, calvinistes français à la même époque, huguenots chassés un siècle plus tard par les persécutions de Louis XIV, etc. Donc il y a d'autres parties de l'Europe du Nord protestante ou même de la France protestante qui vont trouver refuge en Angleterre à certaines périodes, et c'est bienvenu dans le cas de gens qui auraient des capacités dans le domaine sidérurgique, artisanal et industriel. Voilà. Ils attirent cette main-d'œuvre pour développer leur économie. Avec eux sont introduits en Angleterre les industries de la soie
et surtout les futaines, étoffes grossières de laine et de lin. On leur doit également les premières et petites industries du coton, transférées d'Anvers au Lancashire, et des progrès dans les techniques de la verrerie et de la métallurgie. Les étrangers, désireux de s'établir en Angleterre, reçoivent des lettres patentes où sont énumérés droits et privilèges de toutes sortes. Elles leur sont d'autant plus nécessaires que, sauf dans quelques cités telles Norwich, les corporations municipales leur font un accueil mitigé. Donc encore une fois, cette émigration économique vers l'Angleterre, elle est favorisée par la monarchie qui comprend bien l'intérêt qu'il y a à développer des savoirs industriels de pointe, plus que par les opinions publiques locales et les anciennes guildes médiévales qui ne voient pas d'un bon oeil l'arrivée de ces concurrents économiques étrangers. Ça peut se comprendre aussi. Mais il y a un volontarisme étatique en matière de développement industriel. L'octroi de privilèges et de monopoles ne se limite pas aux étrangers. Dès le règne d'Élisabeth, mais surtout sous les 2 premiers Stuarts, la couronne prend l'habitude d'octroyer à des particuliers ou à des sociétés l'exclusivité de la production dans un secteur donné, saline, savonnerie, papeterie, verrerie, etc. Le monopole, donc c'est bien le contraire du libre-échange, enfin du libre marché, le monopole est justifié par une invention réelle ou supposée, telle la fonte du verre au charbon de terre, qui permet d'économiser le précieux charbon de bois. En 1624, le Parlement prétend limiter tout monopole à 14 ans et veut le faire dépendre d'une invention réelle. Mais Charles Ier s'est plus ou moins soucié de ces limitations. L'octroi de lettres patentes a moins favorisé le progrès industriel que permis à la couronne de faire de l'argent. Donc en fait, l'État autorise contre des revenus qu'on lui donne directement le fait que tel ou tel industriel aura le monopole de telle ou telle activité. On voit bien qu'on est dans un système mercantiliste qui n'est pas du tout un système non interventionniste ou libéral. Et dont l'efficacité pour le progrès industriel de cette mesure-là en particulier semble pas expressément notable sous la plume des historiens qu'on lit, sachant que ça pose aussi de gros problèmes de corruption, parce que comment ça se fait que c'est un tel qui a eu le monopole sur telle production, quoi. Sous l'impulsion de l'État, mais surtout des particuliers, certains progrès substantiels sont réalisés. Les vieilles industries lainières progressent et gagnent de nouvelles régions, en particulier le nord et l'ouest. Dès le règne d'Élisabeth, le Warwickshire, le Lancashire, le Devon, certains districts gallois deviennent des lieux actifs de fabrication des étoffes, donc le marché du vêtement, et puis tout ce qui est voile des bateaux, il faut aussi toutes sortes de productions artisanales ou semi-industrielles pour faire ça. Manchester et Bolton constituent des centres de production de la futaine. Les soieries se développent à Spitalfield et Canterbury. La seconde moitié du XVIIe siècle voit grandir l'importance du coton, concentré presque exclusivement dans le Lancashire. L'accroissement des productions s'accompagne de la modification des structures. Plus que jamais, l'industrie textile est loin d'être une industrie proprement urbaine. Et oui, souvenons-nous que la proto-industrialisation, c'est d'abord une industrialisation rurale, avec différents petits ateliers, souvent interconnectés par des systèmes de canaux très répandus au Royaume-Uni et qui favorisent véritablement ce décollage industriel, puisque c'est grâce à ces canaux qu'on va acheminer la production d'un endroit à un autre, etc., etc. Ou la main-d'œuvre. Les ateliers ruraux restent fort nombreux, la division du travail devient la règle et le travail industriel est effectué à l'initiative de marchands capitalistes qui répartissent les matières premières entre de multiples ateliers et ramassent le produit fini, les artisans restant maîtres de leurs machines, ce qu'on appelle le putting out system. Donc dans cette première industrialisation qui fait fortement penser à ce qu'on retrouvera en France au début du XIXe siècle, eh bien très souvent les individus ne sont pas à proprement parler des salariés, ce sont des gens qui travaillent sur leur propre terre, dans leurs propres sites artisanaux, seuls ou en groupe, mais ils ont des donneurs d'ordre qui sont de grands marchands qui vont leur fournir des matières premières à transformer et qui vont les acheter ou pas au prix qu'ils auront décidé. Donc il y a une dépendance croissante de couches sociales de producteurs vis-à-vis de l'économie de marché sans qu'ils soient à proprement parler des salariés
qui vendraient leur force de travail à des propriétaires de moyens de production. Car cet artisanat de la proto-industrie, eh bien, c'est un artisanat, c'est-à-dire ce sont des gens qui produisent en ayant encore leurs propres outils, parce que les techniques le permettent, et la production reste encore donc délocalisée et un petit peu rhizomatique et déconcentrée, hein, n'est-ce pas? Les crises sont pourtant graves dans l'industrie textile au XVIIe siècle, liées parfois aux événements politiques, comme la Première Révolution, mais aussi à la politique mercantiliste des autres puissances européennes et à la concurrence hollandaise et française. Donc les Hollandais et les Français ne sont pas en reste pour essayer de développer justement leur propre industrie, notamment dans le textile, mais surtout ils sont capables de prendre des mesures protectionnistes à certains moments, ce qui crée des fluctuations de revenus pour les couches dépendantes de cette économie de marché naissante dans l'Angleterre moderne. Si le textile reste le secteur industriel de base, d'autres se développent. Les fonderies de cuivre à Birmingham, les verreries à Londres, dans le Hampshire et le Staffordshire, la petite métallurgie, par exemple à Colchester, où s'installent après 1561 quelques dizaines de familles flamandes. Dans les régions du bassin de Londres, la grosse métallurgie est florissante et on construit dès le règne d'Élisabeth des hauts fourneaux de 40 pieds de haut, dont la production annuelle, 100 à 500 tonnes de fonte, est considérable pour l'époque. Les industries extractives sont sans doute les plus prospères. Les individus sont d'autant plus actifs que la propriété du sous-sol n'appartient pas ici à l'État. J'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle est quasiment tautologique, hein. Oui, oui, le privé fait plus de trucs quand la propriété du sol n'appartient pas à l'État. Effectivement, ça se tient. Des fois, les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils écrivent, hein. Des mines de cuivre sont exploitées dans la seconde moitié du XVIe siècle dans le nord, des mines d'étain et de plomb dans le Devon et la Cornouaille. Et surtout, on voit naître la grande exploitation du charbon de terre. L'épuisement croissant des forêts y pousse, et si les efforts d'utilisation dans les hauts fourneaux s'avèrent vains, les débouchés sont multiples dans les forges, les verreries et le chauffage domestique. Exploité d'abord à fleur de terre, le charbon l'est au XVIIe siècle par des puits, ce qui pose le difficile problème de l'évacuation de l'eau. Les grandes régions sont le Durham, le Northumberland, les Midlands, le Cumberland et le Pays de Galles. La production atteint des totaux de plus en plus élevés, passant de 210 000 tonnes par an en moyenne dans la période 1551 à 1560 à peu près 3 millions de tonnes un peu plus d'un siècle plus tard, dans la période 1681-1690. Expédié par eau, et oui les canaux, hein, vers les grandes villes, en particulier Londres, le charbon y supplante le bois dans les usages domestiques. D'où aussi, hein, n'est-ce pas, les Dark Satanic Factories dénoncés par Carlyle au XIXe siècle, hein, ce charbon qui fait de la suie, qui fait de la fumée, qui fait que les villes sont irrespirables et démoniaques, n'est-ce pas? Diversifié, réorganisé, encouragé, doté depuis 1571 d'un véritable marché national par l'abolition des douanes intérieures, l'industrie anglaise paraît, dès la fin du XVIIe siècle, avoir surpassé toutes les autres. Alors je parlais de l'importance du rôle de l'État et de l'unification des lois à l'intérieur du royaume, et notamment en matière commerciale, voilà, le déclin des interdictions liées aux guildes et aux corporations locales et la formation d'une économie où les mêmes lois s'appliquent un petit peu partout. Ben, un autre élément qui va dans le même sens, hein, un signe de modernisation et qui ne sera effectif en France que 2 siècles plus tard au moins, hein, parce que c'est vraiment vers la fin du XVIIIe siècle, me semble-t-il, qu'en France on a réalisé cette abolition des douanes intérieures. Et ben, elle est active, elle est réalisée, hein, cette abolition des douanes intérieures, dès 1571 en Angleterre. Donc c'est très important parce que ça veut dire que vous pouvez facilement exporter, vous pouvez ne pas être taxé chaque fois que vous changez de ville, chaque fois que vous changez de village. Donc ça favorise forcément les échanges marchands et donc la formation d'une économie de marché et non plus d'une économie d'ancien régime avec des communautés villageoises autosuffisantes. Donc ça modernise fortement l'économie britannique et c'est très important pour comprendre pourquoi elle va être, avant les autres, engagée dans le processus de la révolution industrielle et dans le capitalisme.
Le développement de l'industrie s'est accompagné de maux certains. En période de hausse des prix, les artisans soumis au putting out system et les ouvriers ont été plus ou moins victimes des efforts des fabricants pour maintenir au plus bas les salaires et les rémunérations. Le statut des apprentis a certes permis de garantir un salaire minimum, mais il n'a été appliqué en fait que jusqu'à la Révolution de 1642 et avec beaucoup de répugnance. Alors c'est intéressant de noter que la Révolution, qui va donc renverser la monarchie absolue, elle aboutira à un système plus favorable aux propriétaires, aux employeurs, au capital si j'ose dire, hein, qu'aux salariés, puisque le salaire minimum va disparaître pour les métiers d'artisanat régis par ce statut. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de métiers qui apparaissent d'ailleurs. C'est la phrase suivante d'ailleurs. De plus, les juges de paix ont systématiquement estimé que les nouveaux secteurs industriels n'étaient pas couverts par le statut. Donc quand vous êtes dans un nouveau métier lié à l'industrialisation qui n'existait pas avant et on ne sait pas trop ce que c'est comme métier, donc on va dire que tu seras, je sais pas quoi là, telle sorte d'ouvrier dans telle sorte d'activité nouvelle, eh bien vous n'êtes pas considéré comme un artisan au sens des statuts, donc vous n'êtes pas concerné par le système des guildes, vous n'êtes pas non plus concerné, ça c'est intéressant, par la règle de tout à l'heure qu'on a dite qui oblige les candidats à l'apprentissage à être des fils de propriétaires terriens dont les terres valent au moins 60 shillings. Voilà, vous êtes débarrassé de toutes ces règles, en contrepartie, vous n'avez pas de salaire minimum. Donc ça va permettre évidemment d'absorber dans ces nouveaux secteurs industriels une main-d'œuvre qui sera mal payée et sera puisée dans le stock de population rurale chassée par les enclosures. Vous voyez comme tous les éléments de cette économie sont extrêmement interconnectés. Hein. C'est très intéressant de faire des liens entre les différents aspects de cette société moderne anglaise. Les périodes de dépression ont été d'autant plus sévèrement ressenties que la loi des pauvres, de son côté, ne semble pas avoir été appliquée avec un zèle excessif. Donc c'est celle qui prévoit des secours sous la forme souvent de travail pour les indigents. L'absence de toute organisation de défense a privé les ouvriers de tout moyen de réagir efficacement. Alors, c'est vrai aussi dans d'autres pays d'Europe de la même époque, mais il faut quand même rappeler ce fait. Cette industrialisation, cette modernisation économique de l'Angleterre, elle se fait de manière extrêmement brutale, puisqu'il n'y a pas de syndicat. Donc, c'est pas la peine de réclamer en groupe des augmentations de salaire, ça c'est de l'attroupement et c'est passible de la corde. Voilà. Donc on parle beaucoup de la violence du processus d'industrialisation de l'URSS soviétique, mais en fait le processus d'industrialisation des sociétés ouest-européennes et particulièrement de la Grande-Bretagne a été extrêmement violent. Voilà, il n'y a pas de droits sociaux, il n'y a pas de salaire minimum et il n'y a pas de syndicat, sinon c'est la corde. Hein. C'est tout à fait interdit. Donc enrichissement très notable de la société britannique, mais accroissement des inégalités. On entre vraiment dans une période de développement d'inégalités socio-économiques tout à fait notable. Dans certaines villes où le développement industriel est grand, à commencer par Londres, les questions d'hygiène et du logement se posent de façon dramatique. Et dans l'agglomération de près d'un demi-million d'habitants, les travailleurs, logés surtout dans les quartiers extérieurs de Saint-Gilles, Cripplegate, Whitechapel, Stepney, souffrent particulièrement en cas de maladie ou de disette. Il est difficile d'estimer le niveau de vie des artisans et ouvriers en général, car au salaire s'ajoutent fréquemment, toujours dans les campagnes, les ressources tirées de l'exploitation d'un champ ou d'un jardin. C'est très important aussi de garder à l'esprit que dans les premières phases de l'industrialisation, les ouvriers sont souvent des ouvriers paysans qui sont ouvriers une partie de l'année pour certaines activités saisonnières, enfin c'est l'inverse. Ils sont souvent paysans pour une partie de l'année pour des activités saisonnières, et puis dans les mauvaises périodes ou quand c'est pas la saison de faire telle ou telle activité agricole, ils vont aller s'engager ou être impliqués dans ces circuits justement d'exportation de produits semi-finis, d'industrie textile campagnarde, etc., etc. Donc la classe paysanne et la classe ouvrière ne sont pas deux groupes sociaux nettement séparés, surtout dans les premiers temps des phases de modernisation des sociétés européennes, ou ailleurs d'ailleurs. Hein. Voilà, et puis c'est des gens qui circulent aussi, il faut pas imaginer que voilà, les individus sont forcément au même endroit toute l'année, ils peuvent être amenés à circuler pour leurs activités économiques. Hein. Les classes ouvrières, y compris en Europe au XIXe siècle, sont extrêmement mobiles et parfois même au-delà des frontières nationales.
Bref, on ne sait pas exactement quel est leur niveau de vie, puisque à côté de leur salaire, qui est voilà, traçable par des documents écrits, ils ont les ressources parfois d'un champ ou d'un jardin, etc. Et d'autre part, le revenu d'un artisan est celui que lui procure son propre travail et celui des membres de sa famille. Donc effectivement, oui, le salaire, ça permet peut-être de nourrir d'autres membres de la famille, ou inversement, d'autres membres de la famille peuvent nourrir une personne. Donc c'est pas très bien combien il gagne. Il est certainement erroné de dresser un tableau très optimiste de la situation sociale de l'Angleterre. Aux fortunes accumulées par les fabricants et marchands fabricants, les Wishcombe, les Dudley, les Foley correspondent la misère ou la pauvreté du plus grand nombre. Alors, passons maintenant à un autre aspect capital de la formation de la société anglaise moderne, qui est la constitution de son empire colonial, dont on n'a pas encore parlé, mais dont il faut bien imaginer qu'elle a des liens avec certains aspects de ce qui a été dit avant, que ce soit pour les rentrées d'or qui vont dynamiser le système économique et les échanges marchands, ou bien l'exportation des plus modestes vers des territoires nouveaux qu'il va falloir coloniser. Le XVIe siècle voit la fin du rêve de colonisation occidentale. La perte de Calais en 1558 symbolise l'achèvement d'une période. À partir de ce moment-là, l'Angleterre va se tourner vers le grand large et renoncer à toute ambition d'un contrôle de terre en Europe. Le développement commercial et la fondation de colonies ont lieu simultanément. Ils sont dus tous au rôle de compagnies privées par action qui reçoivent de la couronne des chartes. Alors c'est un système très baroque, on pourrait dire un partenariat public-privé. L'État crée une compagnie, la compagnie aura des droits d'exploitation de tel ou tel port, telle ou telle route commerciale, de tel ou tel territoire qui sera voilà, colonisé. Mais ça reste des compagnies privées par action, donc les gens mettent leur épargne là-dedans pour acheter des actions, ça finance les activités de la compagnie, et si ces activités ne sont pas rentables, les actionnaires perdent leur argent ou ne sont pas remboursés ou la compagnie fait faillite. Donc c'est un partenariat public-privé, mais voilà, le rôle du privé reste très important dans ce système. Alors, donc les chartres, elles concèdent un monopole pour les relations commerciales entre l'Angleterre et un secteur déterminé du monde. Ça octroie également des droits régaliens sur des territoires où il y aurait établissement. Donc la compagnie exercera la police, la justice et l'armée, plus ou moins, sur tel espace qu'elle va coloniser. En fait. C'est là où on voit que c'est un système qui n'est pas purement privé. L'État est quand même un peu derrière sur ces activités. Les processus sont identiques à ceux qu'on retrouve dans tous les pays européens du temps, donc ce n'est pas original. Mais le rôle de l'État et de ses droits sont inférieurs en Angleterre à ceux que la monarchie se réserve en Espagne ou au Portugal. Donc, ça veut dire que c'est les couches sociales privées qui vont plus en bénéficier dans ces pays-là que l'État. Ça explique aussi la formation de cette bourgeoisie britannique et l'influence politique qu'elle va obtenir avec le Parlement, etc. Vers le milieu du XVIe siècle, la seule grande association de marchands est celle des Merchant Adventurers, marchands aventuriers, constituée un siècle plus tôt pour le commerce de la mer du Nord et de la Baltique, en lutte constante contre la Hanse, à qui elle parvient à faire retirer tous ses privilèges à Londres en 1552. En 1553, la compagnie de Moscovie est créée. Le règne d'Élisabeth voit se multiplier les compagnies, la compagnie de la Baltique, la compagnie du Levant, la compagnie du Maroc, la compagnie de Sénégambie, la compagnie de Gambie et de Sierra Leone, et surtout la compagnie des Indes orientales fondée en 1600. La célèbre, n'est-ce pas, compagnie des Indes orientales, puisque c'est celle qui existera plus ou moins jusque au XIXe siècle, je pense, enfin très tard, voilà, dans l'histoire de la colonisation de l'Inde, ou des Indes au pluriel, si on utilise le pluriel. Et oui, l'Inde a été colonisée par une compagnie privée, semi-privée, mais bon, c'est assez spécial quand même. Donc cette dernière, la Compagnie des Indes orientales, est promise aux destins les plus importants. Elle est fondée à l'initiative d'un marchand de Londres, Jacques Lancaster. Son capital initial est de 80 000 livres, ce qui est relativement peu, et son rôle premier est purement commercial. La concurrence anglaise la rejette bientôt vers l'Inde. Après plusieurs crises, elle est réorganisée en 1657 et son capital fixé à 740 000 livres. Elle assure alors des dividendes de plus en plus importants à ses actionnaires, de 20 à 40%.
Sous les Stuarts apparaissent d'autres compagnies plus ou moins heureuses dans leurs opérations et plus ou moins précaires dans leurs existences, y compris une compagnie de la baie d'Hudson en 1670. Il ne faut pas oublier qu'on colonise aussi non seulement les Indes, mais aussi l'Amérique du Nord. Donc, la plupart des petites Antilles ont été occupées entre 1624 et 1650 et la Jamaïque acquise en 1655. Donc ça c'est la colonisation britannique dans les Caraïbes et toutes les îles là autour de l'Amérique centrale. Tous les régimes ont apporté leur pierre à cette construction antillaise et on se l'explique aisément par les immenses profits que valent les plantations de tabac, de canne à sucre et aussi de coton. Un commerce triangulaire peut ainsi se développer qui englobe l'Afrique où, dès les années 1562-1569, John Hawkins avait montré la voie de la traite des Noirs. Hors du continent américain, les colonies sont avant tout des comptoirs, fondés en Inde à Madras, puis à Hugli sur le delta du Gange, à Bombay en 1662 et près de Calcutta en 1686. Ça vous montre aussi la puissance de la marine britannique qui a les moyens d'aller fonder des colonies à l'autre bout du monde et de ramener des richesses en Europe. Les difficultés rencontrées sont pourtant considérables. C'est la piraterie, difficilement combattue par les marines de guerre des grands États, et contre lesquelles les souverains anglais n'ont jamais pu réunir des moyens suffisants. C'est le coût croissant de la construction des navires, lié à l'augmentation du prix du bois qui se raréfie en Angleterre. C'est surtout la difficulté de recruter des équipages dans un pays qui, à la fin du XVe siècle encore, ne comptait qu'environ 20 000 marins et pêcheurs, et qui n'en a guère plus de 30 000 un siècle plus tard. Rappelons que c'est un pays relativement peu peuplé. Des efforts considérables sont faits sous le règne d'Élisabeth, stimulés par les dangers extérieurs qui culminent avec la menace de l'invincible Armada en 1588, la grande concurrence de la puissance espagnole et de son empire au-delà des mers. Burleigh, je ne sais pas comment ça se prononce, mais bon, admettons, semble avoir été le principal conseiller de la reine dans ce domaine-là aussi. Dès 1558, un statut interdit d'abattre des arbres pour la métallurgie dans un rayon de 14 miles à partir de la côte. Rappelons qu'au siècle suivant en France, c'est Colbert, je crois bien, qui fera passer des ordonnances pour l'interdiction d'exploiter les forêts afin de les réserver à la marine de guerre française. On encourage l'établissement de cordonneries et la fabrication de toiles. Pour développer la pêche, une loi de 1563 ordonne qu'il y aura 3 jours de consommation de poisson par semaine. L'État oblige les gens à manger du poisson, quand même, il faut se rendre compte. Les pêcheries passent pour d'excellentes écoles de marins. La même loi dispense pêcheurs et marins de tout service militaire à terre. Mais le problème du recrutement resta grave pendant toute la période et ont dû avoir recours à des étrangers. Un équipage formé pour les 3/4 seulement par des marins anglais paraissait un cas normal au milieu du XVIIe siècle. Donc il y a toute une immigration qu'on ne soupçonne pas d'Europe du Nord probablement pour l'essentiel qui va former les équipages de la marine anglaise. En 1688, il y aurait eu 50 000 marins. C'est en 1651 qu'un acte est promulgué pour l'accroissement de la flotte et l'encouragement de la vie maritime de la nation. Toute marchandise coloniale ou provenant d'un continent extra-européen devra être apportée dans un port anglais uniquement sur des bateaux anglais dont l'équipage serait en majorité anglais. Cette dernière règle a dû être particulièrement savoureuse à faire appliquer parce qu'il faut vérifier la nationalité des marins. Ça n'a pas dû être triste, ça. D'Europe, les marchandises pouvaient venir sur bateaux étrangers, mais de la nationalité exclusive des pays producteurs du bien vendu. Aux navires anglais seuls était réservé le trafic entre des ports dépendants de la couronne d'Angleterre. Inspiré par des nécessités militaires autant que par des vues économiques, mais sollicité avec vigueur par les marchands de Londres, l'acte de navigation de 1651 a surtout provoqué une guerre contre la Hollande. Vous imaginez bien, parce que ça veut dire que la Hollande, qui est quand même un petit pays et qui certainement devait commercer ou exporter beaucoup de ressources qu'elle ne produisait pas elle-même sur son sol, là d'un coup d'un seul, on lui interdit de vendre en Angleterre autre chose que des biens produits en Hollande. Donc forcément, ça réduit fortement ses débouchés économiques.
et ça menait carrément à une guerre entre les deux pays. Donc comme quoi les guerres commerciales n'ont pas attendu Donald Trump en fait. Ces dispositions sont reprises dès la Restauration et l'acte de navigation de 1660 précise que les 3/4 d'un équipage de navires anglais doivent être de nationalité anglaise. Il est complété en 1663 par un nouvel acte qui réserve à la métropole le commerce exclusif avec ses colonies et fait de l'Angleterre l'entrepôt et l'étape nécessaire de tous les produits à destination des colonies ou en arrivant. Alors c'est super sévère en fait, c'est-à-dire que si vous êtes un armateur hollandais, vous ne pouvez pas aller vendre des trucs à New York ou dans le Nouveau Monde, dans un port britannique du Nouveau Monde, si vous n'êtes pas d'abord passé par l'Angleterre, avec probablement une taxe au passage. C'est pas mal ça. Hein. Ces actes sont plus ou moins rigoureusement appliqués, car souvent la nécessité oblige à tourner la loi. Bon, ça c'est la théorie. Hein. Dans les faits, hein, vous savez bien que les marins et la loi, c'est tout un monde. Hein, quoi. Tous ces efforts de la monarchie, l'élan qui anime navigateurs et marchands ne se comprendrait pas sans un état d'esprit impérialiste, entre guillemets, progressivement forgé. Des écrivains et des hommes d'action ont, dès le début du XVIe siècle, poussé l'Angleterre vers le large. Thomas More est généralement cité le premier, qui, dans son Utopie, exalte un État insulaire idéal, tournant le dos au continent et se lançant vers la mer. Mais traduite en anglais en 1551 seulement, l'œuvre ne semble pas avoir eu, du point de vue commercial et maritime, du point de vue maritime et colonial, l'importance qu'on lui a parfois prêtée. Cet imaginaire marin, il se retrouve quand même dans pas mal de littérature du temps. Hein. On peut penser au frontispice, enfin la gravure de couverture, n'est-ce pas, du Novum Organum de Francis Bacon, philosophe fondateur de la philosophie moderne en Angleterre, sur laquelle on voit un navire franchissant les colonnes d'Hercule. Le même Francis Bacon écrira un ouvrage posthume qui s'intitulera La Nouvelle Atlantide. On voit qu'il y a un imaginaire de thalassocratie qui est présent chez les élites intellectuelles britanniques, et certains aussi seront inspirés par des réflexions sur la puissance qu'a eue dans les siècles passés la République de Venise, autre grande thalassocratie, mais à l'échelle cette fois de la Méditerranée. Au temps d'Élisabeth, la haine de l'Espagne et le patriotisme agissent en faveur d'une expansion que souhaitent des hommes bien en cours, tels que Richard Hakluyt, auteur des Principal Navigation, Sir Humphrey Gilbert, originaire du Devon, et grand tenant de la route du Nord-Est. Son ami Peckman plaide pour une colonisation qui résoudrait le problème du surpeuplement entre guillemets en Angleterre. Hein, donc le débouché colonial des prolos n'est pas une invention d'Ernest Renan au XIXe siècle, on y avait pensé avant. Et pour le développement d'une flotte qui permettrait à leur pays de tirer le plus grand profit des relations avec la Chine et tout l'Extrême-Orient. Walter Raleigh, prononciation hypothétique, souligne que, je cite, « Qui tient la mer tient le commerce du monde, qui tient le commerce du monde tient le monde lui-même. » C'est bien senti. Élisabeth, qui n'hésite pas à investir de l'argent dans l'expédition de Francis Drake contre les galions espagnols en 1573-1580, est d'autant plus convaincue que nombre de hauts personnages sont également séduits par toutes ces perspectives. Allez, je vous épargne les noms propres parce que c'est terrifiant. Un esprit d'aventure pénètre la population anglaise, plus fort d'abord en Cornouailles et dans le Devon, d'où partent les grands marins, mais qui se répand partout. On le retrouve dans certaines œuvres de Shakespeare, dont La Tempête. Moins fort que dans les pays catholiques, le sentiment que colonisation et diffusion d'une civilisation et surtout d'une religion sont liés contribue à encourager explorateurs, marchands et gouvernants. Au XVIIe siècle, tous ces sentiments ne font que s'accentuer, et les deux premiers Stuarts sont convaincus de la nécessité de l'expansion commerciale et coloniale. Il y a aussi des aspects de ça qu'on retrouve un petit peu chez Hobbes, dans sa conception du pouvoir, qui est un pouvoir illimité, qui va toujours vers son accroissement, et de sa conception des relations internationales qui sont régies par l'état de nature. Enfin, on pourrait faire toutes sortes de liens avec des œuvres de penseurs de ce temps. Vers le milieu du siècle, deux ouvrages viennent montrer combien le destin de l'Angleterre est désormais associé à la mer. Thomas Hobbes, précisément, dans son Léviathan, réunit par un lien indissoluble les colonies à la métropole dans un même Commonwealth.
James Harrington, près d'un siècle et demi après l'Utopia de Moore, publie l'Océania, un traité politique où l'État type tire l'essentiel de sa force et de sa puissance de l'exploitation de la mer et de la possession de territoires lointains. Entre parenthèses, j'en reparlerai peut-être, mais James Harrington est un penseur politique du XVIIe siècle anglais qui est un défenseur de positions politiques républicaines et qui s'inspire notamment du modèle de la République de Venise pour réfléchir à la forme idéale de communauté politique. L'approbation que la Restauration s'empresse de donner aux actes du pouvoir puritain démontre que les milieux influents du royaume sont désormais acquis à tout ce qui peut développer la prospérité maritime. Londres voit en 1558 la création du Royal Exchange, grande bourse de commerce imitée de celle d'Anvers, donc la formation d'un marché actionnarial et bancaire, voilà, des activités qui vont justement former la City de Londres, qui apparaît justement dès ce milieu du XVIe siècle, donc extrêmement tôt quand même. La City est le cœur commercial et industriel de la ville de Londres. De 100 000 habitants vers 1558, sa population passe à 200 000 vers 1603, à environ un demi-million à la fin du XVIIe siècle. Donc une progression foudroyante. Décimée par la peste en 1565, la ville surmonte toutes ces épreuves et témoigne d'une vitalité étonnante. À la fin de cette période, donc le XVIIe siècle, Gregory King, donc un contemporain, affirmait que l'Angleterre était le pays le plus riche d'Europe après la Hollande, et il pouvait avec orgueil souligner la supériorité du revenu moyen par tête d'habitant en Angleterre par rapport à la France. On a donc un renversement spectaculaire qui s'est opéré, un pays qui était vaincu à l'issue de la guerre de Cent Ans, un pays qui était périphérique, un pays qui était pauvre, sans grande perspective, semblait-il, à la fin du Moyen-Âge, va devenir une puissance économique, commerciale et industrielle tout à fait majeure et dépasser le niveau de vie par habitant de la France. Donc c'est quelque chose d'extrêmement considérable et j'espère que cette présentation introductive vous aura intéressé à l'histoire de l'Angleterre moderne et vous aura convaincu de la nécessité de l'étudier pour comprendre justement comment se fait la richesse des nations selon la formule de Adam Smith et comment ont pu varier les rapports de force entre les grands États de l'Europe moderne. Je vous remercie et je vous souhaite de nous retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures.